Bonjour et bienvenue à la présentation du master plan du projet Routelands. Nous sommes aujourd'hui diffusés en live stream. On aurait aimé pouvoir faire cette présentation du projet dans un format classique, dans une réunion publique, pour pouvoir avoir un contact direct avec les gens. Évidemment, avec les conditions sanitaires actuelles, c'est malheureusement pas possible. On a malgré tout voulu pouvoir laisser la possibilité d'avoir une émission qui soit interactive, et donc il y a la possibilité de poser des questions par mail à l'adresse event@routelands.lu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le projet et sur les présentations qui vont vous être faites. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous toute une série d'intervenants qui vont pouvoir vous présenter ce projet de manière dynamique et intéressante. Et évidemment, le premier de ces intervenants, c'est Monsieur le bourgmestre Georges Michaud, qui est ici avec nous et qui va donc nous présenter sa vision d'intégration du projet Routelands dans le projet plus global de la ville de Esch. Monsieur le bourgmestre. Merci. Schöne Guten Morgen, iedereen, auch draußen, die als mat hören, mat lauschteren. Ja, wir schwätzen heute über den Projekt, einen Masterplan, aber auch sieht, den eine lange Geschichte hat. Ich meine, ich spreche auf die Geschichte von der Siderurgie nicht mehr anzugehen, das weiß iedereen. Wir auch noch dem die Siderurgie fertig war, auf dem Site, als ganz viel geplant ging. Es waren viele Projekte auf dem Site, es war ein Lycée geplant, es war ein großes Fußballstadion geplant, aber das bislang nie richtig konkret ging, für ein Projekt umzusetzen. Und noch über 40 Jahre sitzen wir dann hier und wir schwätzen über den Masterplan, über das Projekt, wo Wohnen zu Esch möglich ist, an einem Quartier, die so immer ein bisschen Stiefkant von Esch vielleicht war, den Avalo werden Essor kriegen mit dem heutigen Projekt auf der Route Linz, wo wir als Gemeinde ganz hilfreich sind und noch ganz froh sind, dass wir endlich auf dem dort Site können ein Projekt zusammen mit ICO können developieren. Das ist auch so, dass das Projekt heute im Fungerol eine ganz schöne Symbolik hat, weil heute 4 und 3 Jahre als der neue Chefrat am Innenministerium veredigt gehen an den heutigen Projekt, also am Fungerol das nächste Projekt, wo wir als Chefrat präsentiert haben, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Projekt, das wir wollen unterstützen, wollen eine Vision hat, wollen an die Zukunft guckt, wollen schon Innovateur ist, wenn die verschiedenen Bauprojekte heute zu Lützburg aber auch zu Esch guckt, dass ein von den Bausteinen von dem neuen Esch, von der Zukunft von Esch, wo wir sagen, okay, das tut das, was wir wollen für als Neubürger, aber eventuell auch Bürger, die schon zu Esch wohnen, die sich dezidieren, vielleicht nur auf den heutigen Sitz wohnen zu kommen oder immer wohnen zu kommen, noch einkaufen zu gehen oder wirklich seine Freizeit auf dem dort Sitz zu verbringen. Also das ist wirklich für uns ein Meilenstein, den Lo wird konkret gehen, der wird aufhängen, mit dem Masterplan auf dem Sitz von der Lentille Terre Rouge, wo wir, wie gesagt, als Chefrat gesagt haben, okay, das tut unterstützen wir. Wir haben gesehen, dass du dort evaluierst, dass das durchstößt ist. Wir sind natürlich auch als Chefrat ganz froh, dass wir auf dem Sitz, wo früher von Geschichte von Esch geschrieben ging, auch 4 von den 5 Gebäuden können erhalten gehen, dass die Industriekultur heiß gehalten wird, dass als Geschichte heiß gehalten wird, wo wir als Chefrat immer darauf pochen, ob das auf dem Sitz ist, ob das am Sitz Eschöffling ist oder auch nach dem Sitz Belval, wo als Geschichte immer zurückkommt, wo wir mit den Monumenten, die die Regie gelöst hat, nach immer wollen identifiziert gehen, an eurer Kontaktbrot gehen. Und dafür sind wir ganz froh, dass 4 Stück von den Gebäuden können stehen bleiben. Und ich meine, wenn ihr ein bisschen schon viel gegangen ist, wie das Projekt ausgesehen, wo wir auch schon gestern an einem technischen Gemeinderat präsentiert haben, dann kann ich sich just darauf freuen, wenn den dort ein Projekt Realität gibt, eine ganz neue Art und Weise für zu wohnen, aber auch verkehrstechnisch wird man da als Stadt Esch zusammen mit dem Promoteur neu Wege gehen, nicht nur um Sitz selber, aber auch auf dem Sitz, auf dem Sitz fort, werden ganz neue Ideen, ganz neue Visionen, auch am Verkehr werden da geplant und aber auch da noch umgesetzt gehen. Also wir sind, wie gesagt, als Chefrat sind wir ganz hilfreich, den heutigen Projekt mit zu begleiten. Und das tut ein Teil von unserer Zukunft ist, die Richtung 2030 geht, wo wir wirklich auch
an engem europäesche Kulturjoer Etappen hunn, die dat doten werden mat begleden och unterstützen an ja, wie gesot en neien Quartier, den du werden entstoen, den dann och den alle Quartier werd hanno vun der Grenz an der Hiel mat verbannen, an de schmeng den Opwertung vum Quartier evident ass den mat engem Konservatoire mat auch anderen Gebäier rundrem wirklich en neien Essor krit, an Europa sind wir ganz froh. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Nous allons maintenant passer à la présentation de Monsieur Eric Lux. Eric Lux est le CEO de ICO Real Estate et c'est quelque part un peu le papa du projet puisque c'est à son initiative quelque part que le projet est né. Il va un peu nous expliquer la manière et les différentes étapes qui ont conduit à la réalisation de ce projet. Merci pour l'introduction. Ich will just so dass ich net den erlängesche Pap sind, dass in ganz көп Leute die dem Projekt geschafft hun. Ich will bis erklären vier Wert mir werden op die Projekt kommen sind. Die Reflexion aus für dem Projekt Haiwe hat gewircht, mir hun für ungefähr 4 Jahre angefangen, nachdem ich 20 Jahre an der Spitze von der Firma war, zu überlegen, wo wir hier wollen gehen. Wer das die Vision von unserer Firma, wie können wir als Developer, die eine Responsabilität auch haben, wie die Leute leben und wie den Effekt auf das Klima ist, wie gehen wir da um? Wir haben dezidiert, dass wir ein bisschen Analyse machen, was wir falsch gemacht haben, was wir gut gemacht haben, noch falsch gemacht haben und garantiert Sachen falsch gemacht. Wir haben als Konklusionen gezogen und wir haben uns positioniert, wo wir gesagt haben, als Projekt müssen sich an den Zeitgeist von heute heranpassen. Das heißt, wir müssen ganz klar gucken, dass wir, wenn wir nicht etwas machen, einen ganz negativen Effekt können auf den Klimawandel haben. Wir haben eine Krise de Logement, die wir morgens noch angehen. An diese Sache müssen wir eine Strategie abbauen. Für rund 3,5 Jahre war ich die erste am Site. Ich war schon oft Lunch gefahren, ich war nie am Site. Und du hast die Equipen zusammengesagt, und wir haben auf dem Projekt geschafft. Wer da ist gefallen, das ist ganz klar die Lokalisation. Wir sind Esch als zweite Stadt vom Land. Wir sind ganz nur von der Gegend, wo wir die Präsentation haben, am Mellergrund, für den exceptionellement Sidas für Loisir. Wir sind ganz verbunden an der Stadt und wir haben eine ganz gute Connexion und den Transport publiken. Das sind die Gründe, wo wir gesagt haben, wir werden das machen. Nicht zu vergessen, dass wir die Gebäude haben, die einfach die Site eng Partien gehen, den DNA gehen, den unik ist. Wir können nicht heute Rüttlens holen und zu Janisch das abbauen, weil die Gebäude gehen einfach den Kader von dem ganzen Site. Wir haben eine ganz große Chance gehabt, dass wir eine exzellente Kooperation hatten. Gedacht geschwärzt, dass Projekt nicht weitergehen, dass Sachen blockiert gehen. Auf dem Projekt ist es exceptionnellement gelaufen. Ich meine, wir hatten eine exceptionelle Kooperation mit den Leuten von den Gemeinden, mit dem Conseil Juvenal, Conseil Communal, mit den verschiedenen Administrationen, mit unserem Büro d'Ingénierie, mit ArcelorMittal, mit dem Ministerium. Wir sind frei angebunden, wir haben noch die Leute, das Publikum angebunden, weil heute geht nicht mehr an den kleinen Kämmerchen etwas zu machen und dann zu präsentieren, geht zu kooperieren, geht zu lauschen, was die anderen wollen. Ich meine, zu singen sind immer mehr gescheit wie zu einer Person, die am Kopf hat. Wir sind gechallenged, wir haben das probieren zu integrieren, so gut wie möglich. Und das Projekt, das wir heute weisen, ist ein Projekt von uns allen. Das ist nicht ein Projekt von ICO, das ist ein Projekt von all den Leuten, die Administrationen, Ministerien, Büro d'Ingenieuren, die mitgeschafft haben, für das zu machen. Und dafür ganz große Merci und dass ein richtig Freude auf dem Projekt hat, bis zu schaffen. Merci Eric. Après ces premiers mots d'introduction, je pense que tout le monde est un peu impatient de pouvoir voir des premières images du projet. Et donc c'est ce que nous allons faire juste à l'instant avec un petit film de présentation relativement court à la suite duquel nous aurons le plaisir de pouvoir entendre l'auteur de projet.
Voilà, avec ce petit film, vous avez eu une première impression, quelque part, du projet. J'ai été rejoint entre-temps sur scène par Sandra Hubert, qui est quelque part la cheville ouvrière du projet, qui est la chef de projet chez ICO Real Estate, et qui va un petit peu nous détailler les premières étapes du projet. On travaille sur ce projet. Qui a servi de base à l'élaboration du projet et au fait de retenir une équipe aujourd'hui qui nous accompagne. Ça a été la consultation qui a été faite en mai 2019 avec la population. Ça a vraiment servi de base à l'élaboration du cahier des charges de consultation et ça nous a permis quelque part de trouver cette équipe. C'est 1 an et demi de travail aujourd'hui qu'on souhaite vous présenter avec l'élaboration de ce master plan qui tient compte de tout un tas d'études et qu'on va vous développer avec Bernard Reichen, ici présent également. Je cède la parole. Alors, nous allons vous présenter ce master plan avec une première image tout de suite qui montre l'ampleur de la sidérurgie à Esch-sur-Alzette dans les années 70. C'était vraiment un dispositif absolument colossal. Et on voit que cet arc urbain, cet arc industriel devient aujourd'hui un arc urbain. C'est un élément extrêmement important. De Belleval à Chifflange, on a un dispositif continu par le Crassier, par Routledge, ensuite par le centre-ville et par Chifflange. Routledge, c'est une figure absolument étonnante dans l'histoire de la sidérurgie. C'est la lentille terre rouge, mais c'est aussi cette image d'un paquebot de l'industrie, d'un objet qui semble ancré dans la nature échoise et qui est le dispositif industriel d'origine. Ce dispositif industriel, il a été évidemment transformé puisque l'essentiel de l'usine a été démoli il y a 40 ans et aujourd'hui, nous avons un patrimoine qui est essentiellement le patrimoine des anciennes halles, et ce patrimoine, il faut en faire le fil conducteur d'un nouveau projet urbain. Ces bâtiments qui sont ici installés comme des petits points roses dans cette image étaient reliés par un process industriel, ils seront reliés demain par un process urbain. Quand nous avons énoncé ce postulat, c'était vraiment l'idée qu'un bâtiment de ce type ne peut être quelque chose d'isolé et qu'il faut qu'il soit le fil conducteur d'un projet. Mais au départ de l'étude, nous ne savions pas exactement quel était ce fil conducteur. C'est ça qu'il a fallu analyser en détail dans la suite du projet. Donc voilà ces bâtiments, le magasin TT, les turbines, les soufflantes, le magasin le portique aussi, le poste d'aiguillage. Donc on voit que ces bâtiments qui étaient donc partie prenante de l'usine d'origine sont devenus une sorte de collection d'architecture. Ils ont tous un intérêt énorme, mais c'est un intérêt qu'il faut associer à ce fil conducteur qu'on a appelé l'allée de la culture industrielle. Cette allée, elle va relier ces bâtiments. Elle va organiser l'espace du futur projet, mais elle va aussi déterminer ce qu'on a appelé un nouveau quartier historique, parce qu'on peut, par ce projet, fédérer le quartier du Viaduc, le quartier du Conservatoire de musique, le Crassier lui-même, avec les ateliers du Crassier, les bâtiments de Routledge, mais aussi la cité ouvrière de Hill, qui est un ensemble de bâtiments merveilleux. Ces bâtiments faisaient tous partie de l'usine, ils feront tous partie de ce nouveau quartier historique. C'est ça le postulat de notre travail de départ. On voit ici cette lentille terre rouge, tout le monde la connaît plus ou moins, ou du moins connaît son existence. On voit aussi que cette lentille est une pièce autonome, c'est l'ancien paquebot de l'industrie, et c'est une pièce de connexion, c'est-à-dire que on voit bien que le quartier de Hill, le quartier du Viaduc, le centre-ville et du côté français, les étangs,
doivent constituer à terme un paysage et un ensemble unique. C'est vraiment un espace de réconciliation qu'on veut imaginer dans cet endroit. Alors, la mobilité, c'est évidemment un facteur essentiel. Dans ce facteur essentiel, beaucoup de l'accent est mis sur les transports collectifs. Il y a eu, il y a un peu plus d'une semaine, une conférence de presse du ministère qui a énoncé le véritable projet de connexion transfrontalière entre le tram rapide et le bus à haut niveau de service qui desservira Audun-le-Tiche et Micheville. Et donc, le corollaire de ce dispositif, c'est que l'automobile est invitée du quartier. Nous ne voulons pas l'éliminer, mais nous ne voulons plus qu'elle dessine l'espace. Donc voilà, rapidement, puisque ce sont des documents qui ont été diffusés par le ministère, le plan de circulation routier. On voit cette position d'articulation un peu étonnante de Routledge. On voit ici, encore plus intéressant, le travail sur l'agglomération transfrontalière et sur son système de mobilité. On voit ici le BHNS et sa liaison avec Micheville. Cette image montre ce que serait ou ce que pourrait être ce BHNS dans la rue Barbour. Vous voyez que cette rue Barbour est un espace pour le moment isolé par le passage à niveau. Demain, cet espace sera beaucoup plus accessible, sera traversable, puisque le BHNS n'est pas un chemin de fer, c'est un élément traversable. Mais à contrario, notre idée n'est pas d'ouvrir à la circulation passante cette rue Barbour, de la laisser comme une pièce urbaine autonome au profit d'un désenclavement, mais un désenclavement vu plutôt du côté de Île que du côté du quartier. Donc on voit le BHNS qui emprunte simplement les rails actuels sans toucher en quoi que ce soit à la végétation existante. Donc voilà, alors ensuite on a évidemment quelque chose d'extrêmement important qui est la piste vélo. Et cette piste vélo, ce vélo express, on a imaginé au bout des bâtiments du Crassier d'en faire un véritable hub, une véritable halte pour le vélo express, avec tout ce parcours extrêmement intéressant qui va changer considérablement le système de mobilité à l'intérieur du projet. Élément complémentaire, enfin élément suivant plutôt, la question du vivant. Alors, Loïc Maréchal, paysagiste, est ici, il pourra répondre à vos questions ensuite. La question du vivant, on l'a abordée selon 3 axes. Le premier axe, c'est la question de la résurgence naturelle. En fait, on s'aperçoit quand on abandonne un site pendant 40 ans, la vie reprend toujours par la nature, et cette nature, il faut promouvoir son développement. Un deuxième élément qui est évidemment, ça a l'air évident maintenant, la végétation du voyage. Alors c'est un clin d'œil à la multiplicité des nationalités qui existent à Esch-sur-Alzette, mais c'est surtout un travail qui a trait avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle logique de ce qu'on appelait le jardin d'acclimatation, et on veut que Routledge soit un laboratoire de l'adaptation du végétal à ces nouvelles conditions climatiques. Et puis j'ajoute la question de la cité nourricière. La cité nourricière, c'est une grande tradition locale par les jardins ouvriers, mais aussi par la grande plaine agricole côté français. Et l'idée est de fédérer tous ces éléments pour fabriquer, donner une visibilité à une logique d'agriculture en circuit court. Vous voyez Routledge, vous voyez son rôle d'articulation paysagère. Ça a été une articulation paysagère, ça a été une articulation urbaine, ça va devenir une articulation industrielle, excusez-moi, ça va devenir une articulation urbaine. Il y a évidemment toute une logique de protection qui est prise en compte. On voit la position de Routledge entre les secteurs naturels protégés côté français et puis le grand massif forestier de Île. On voit aussi la façon dont ce BHNS va s'installer et
par rapport à la rue de l'Alzette. Et puis, on voit ici une évocation d'un projet qui est peut-être un projet pour le futur, mais j'espère un futur proche. C'est l'idée que la rue de l'Alzette, qui est un élément extrêmement important dans le dispositif actuel, pourrait se prolonger par l'Alzette elle-même, qui serait renaturée à partir de la frontière, pour créer un parc des étangs autour des étangs actuels et fabriquer ce que j'ai appelé une grande lentille, c'est-à-dire que quand on voit la rue du Canal, quand on voit la rue de l'Alzette, quand on voit Routledge, on s'aperçoit qu'il y a un grand faisceau urbain qui se prépare, dans lequel la nature doit évidemment prendre sa place. Cette image est une image qui a été développée par l'atelier transfrontalier qui a eu lieu entre les deux pays. Et le paysagiste Michel Desvignes a créé cette image dans laquelle on voit au bout de la rue de l'Alzette réapparaître le parc. Donc ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose qui peut devenir une réalité. Ce parc des étangs, il existe d'une certaine façon. Ce sont des images qui ont été prises très récemment autour de ce paysagement. On voit que c'est un paysagement extrêmement intéressant. Ce paysagement, nous allons le considérer, le renforcer, le traiter à l'intérieur de Routledge au travers de la question des sols, au travers de la question des parcours, des allées forestières, au travers aussi de la question des toitures et des hauteurs, au travers d'un dispositif dont on voit ici une évocation sur les différentes strates végétales qui seront sur le bâti et en dehors du bâti. C'est un élément extrêmement important du projet. Et je vous montre une évocation d'un projet que nous avons réalisé avec Loïc Maréchal à Nantes, qui s'appelle le Jardin Merveilleux, qui est une explication assez simple de la cohabitation entre une végétation locale qui a poussé toute seule et une végétation du voyage, entre guillemets, qui exploite des conditions climatiques particulières, mais qui crée aussi un imaginaire tout à fait important dans le projet. Donc voilà, en première idée, le plan végétal, ce plan de masse et plan végétal du projet, qui est un peu une première synthèse de ces éléments. Ensuite, je voudrais passer à une autre notion qu'on a appelée les scènes urbaines. C'est qu'on voit qu'on va avoir une ville qui va être créée autour de l'allée de la culture industrielle et des bâtiments historiques, et on va avoir une ville contemporaine qui va s'installer dans les mailles de ce nouveau projet. Alors voilà une vue depuis la rue des Acacias. Donc vous avez au premier plan les bâtiments du Crassier eux-mêmes, qui sont en dehors du projet, mais qui sont évidemment partie prenante de l'opération et qui seront réhabilités. Vous avez les bâtiments du Conservatoire de musique, vous avez le magasin TT, vous avez le portique au loin. Donc c'est tout ce parcours qu'on voudrait vous faire découvrir, en commençant par ce hub vélo et ce magasin TT, qui était le lieu de la solidarité, qui était le lieu des échanges dans le projet précédent. C'est un bâtiment tout à fait simple, tout à fait étonnant, qui pour le moment n'est pas révélé, si je peux dire. Il y a des faux plafonds un peu partout, on ne voit pas la charpente, mais l'idée serait d'en faire un lieu de convivialité, un lieu d'échange, une microbrasserie, un marché de circuit court, donc de lui garder sa vocation d'origine et de l'adapter aux conditions actuelles. Voilà deux images de projets que nous avons réalisés, une halle gourmande à Nice et puis sur les sites Arcelor de Serein en Belgique. Nous travaillons depuis une dizaine d'années cette halle Gastronomia qui est en cours d'étude, qui va se construire aussi. Donc ce sont des projets assez simples, assez évocateurs et qui utilisent complètement ce patrimoine industriel, et en particulier dans l'exploitation de la charpente, l'exploitation de la toiture, qui est une petite merveille de technique et de simplicité et que nous voulons révéler dans le projet. Voilà deux autres projets que nous avons réalisés, un chai à la Martinique et puis le pavillon de l'Arsenal à Paris, qui montrent comment une toiture, à un moment, peut devenir une enveloppe conviviale
pour des fonctions collectives. Les turbines sont un autre bâtiment beaucoup plus grand, beaucoup plus important, extrêmement intéressant. Et ces turbines, je m'excuse, il y a une image qui a dû sauter. Bon, petit problème technique. Ces turbines, c'est un bâtiment qui va être transformé en lieu culturel et en lieu des nouvelles technologies. Donc, coworking, nouvelles technologies, lieu d'exposition, lieu de musique. C'est une programmation qui est délicate à mettre en œuvre, mais par contre, c'est un bâtiment qui est extrêmement simple, qui est extrêmement ordonnancé et qui permet de mettre en place tous ces usages. Voilà d'autres exemples de halles industrielles transformées en différents centres d'art. Ça, c'est le La Villette que nous avons réalisé il y a pas mal d'années, qui est à Paris, qui est un grand lieu de production artistique et de production d'exposition. Le coworking, c'est aussi un élément extrêmement important dans le projet. On voit ici le projet que nous faisons à Mulhouse dans les halles DMC, qui est un projet d'incubateur d'entreprise. Et c'est aussi une des parties importantes qui sera aménagée dans ce bâtiment des turbines. Je passe sans transition à un site qui est exactement vis-à-vis des turbines, qui est la place centrale de Rutledge. Alors, cette place centrale, c'est une composition qu'on a voulu faire entre le bâtiment nouveau et les bâtiments anciens, puisque autour de cet espace, d'où est vu le point de vue actuel, on a les turbines et le magasin TT. On a ensuite le portique, qui est un bâtiment extrêmement évocateur, et puis l'idée d'opposer à cette horizontale du portique une verticale, qui est la place centrale, qui est cette tour en bois de 60 mètres de hauteur, qui va jouer avec cette horizontale du portique telle qu'elle est aujourd'hui, et avec en particulier cette halle, j'appelle ça la halle perchée, qui couronne ce portique et qui est un élément extrêmement intéressant du dispositif d'origine du projet. Donc voilà ce portique. Ce portique doit rester en dessous un espace d'appropriation, de convivialité. Il faut l'occuper le moins possible, sauf par des activités foraines. Un petit clin d'œil au passage d'une culture de houblon qui alimenterait la microbrasserie du magasin TT. Il est certain que l'économie circulaire va prendre une force extrêmement importante dans le futur et que nous voulons en faire un des axes de fonctionnement de ce quartier. Ensuite, l'allée de la culture industrielle, c'est un mélange entre patrimoine et nature. C'est quelque chose où on veut garder, contrairement à la plupart des cités actuelles, un sentiment un peu flou dans le rapport à la nature, avec des sols en briques, avec tout un ensemble de dispositifs qui seront aménagés autour, avec aussi ce qu'on appelle des inserts, c'est-à-dire que je crois beaucoup à une dynamique d'embellissement dans l'urbanisme. On a la tentation de tout vouloir faire tout de suite, mais je pense que le fait d'étudier des interventions artistiques, d'étudier ensuite des lieux de convivialité, des jeux d'enfants, et de le faire avec les habitants, est un élément qu'il faut rétablir dans le processus de production de la ville. Donc en fait, cette allée va être entièrement dessinée, entièrement conçue évidemment, et on a ensuite des inserts sur lesquels on pourra faire de micro-interventions, des interventions qui seront échelonnées dans le temps et réalisées avec les habitants. La halle des Soufflantes, c'est un bâtiment magnifique aussi, mais c'est un bâtiment, ça s'appelle un bâtiment limite. C'est une enveloppe incroyable, elle fait 11 cm d'épaisseur, l'épaisseur d'une brique, et le but est d'essayer de la restituer dans sa conception actuelle, en y changeant le moins possible de choses, parce que c'est
C'est un bâtiment assez merveilleux dans sa disposition. Mais la condition, c'est de ne pas vouloir le mettre aux normes, si je peux dire, ne pas vouloir le chauffer comme un bâtiment normal. C'est pour ça qu'on souhaite le consacrer au sport de ville, et en particulier à un mur d'escalade de 16 mètres de hauteur, puisqu'on a la chance d'avoir 20 mètres de hauteur sous le plafond dans la partie principale. Et donc, ça, c'est aussi 2 projets. Donc, la halle de la Villette, qui est transformée tous les étés en sport urbain, et puis les cathédrales du Rail à Saint-Denis, en France, sur lesquelles on travaille un pôle sportif dans une halle ouverte, donc non chauffée, non fermée, et qui est un vrai dispositif de sport urbain appliqué à un bâtiment industriel. On voit aussi que cette halle sera prolongée par un jardin humide extrêmement important, parce que vous comprenez que la question de l'hydrologie est une question essentielle dans les projets urbains aujourd'hui, et que cette hydrologie, nous voulons l'exploiter pour créer un jardin humide. Et c'est une des idées du projet que l'on mène actuellement, c'est que chaque contrainte technique devient le support à une esthétique, à un imaginaire. Donc c'est à la fois un jardin de rétention des eaux et un véritable jardin humide mis au profit des habitants. Voilà ce parvis avec toujours cette halle essoufflante, la vue vers Belleval. On voit de façon un peu subliminale dans une percée la tour rouge de Belleval. Ça nous amène à la question de la skyline du projet, donc la vision depuis les étangs, et l'idée que 2 bâtiments hauts à l'intérieur du projet, la tour centrale et puis un bâtiment qui serait la réponse exacte à la tour de Belleval, nous ramène un peu dans l'histoire de Rootlands et dans l'histoire de ce patrimoine industriel et de ce dispositif extraordinaire de l'industrie, devenu un dispositif urbain extraordinaire. Et c'est une partie de l'histoire pour nous qui se continue par ces éléments de projet. Alors, un petit détour, je vais repasser la parole à Sandra, parce que c'est difficile de partager la parole dans un exercice de ce style, je m'en excuse, mais je repasse la parole à Sandra pour qu'elle nous explique un peu plus précisément ce qui va se passer maintenant. Alors effectivement, sur le phasage de l'opération, alors déjà peut-être un point sur l'état d'avancement du projet. Aujourd'hui, on est sur un site qui a une histoire, comme on l'a dit, il y a des éléments patrimoniaux, mais il y a aussi d'autres choses qui l'ont accompagné. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des phases. Il y a une première phase qui était une phase de démolition. Il restait un certain nombre de bâtiments. Donc on l'a dit, on a conservé la majorité des bâtiments qui restaient, mais il restait aussi des entrepôts, il restait d'autres choses. Donc cette phase de démolition, elle arrive à son terme. On a également une phase d'assainissement du site qui va se poursuivre sur l'ensemble de l'année 2021 sous maîtrise d'ouvrage d'ArcelorMittal. Et puis, en parallèle, vont se poursuivre les procédures administratives. Donc, les procédures administratives, elles concernent notamment l'élaboration du PAP, donc du plan d'aménagement particulier qui doit être déposé d'ici la fin d'année. Et qui sera instruit par les différentes autorités tout au long de l'année prochaine. En parallèle, d'autres types d'autorisations, d'autres procédures. Comme on l'a dit, c'est un projet qui comprend tout un tas de logiques sectorielles. Donc, ça va concerner des autorisations en lien avec la mobilité, en lien aussi avec l'eau, avec l'environnement, etc., etc. Donc voilà, vraiment une grosse année consacrée à l'ensemble de ces travaux, avec pour objectif qu'à partir de 2022, on puisse engager véritablement la réalisation du site avec les travaux de viabilisation, donc l'ensemble des réseaux, l'ensemble des voiries. Voilà. Et puis aussi cet objectif d'engager la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux dès 2022, et notamment le magasin TT, qui va avoir différentes vies dans le temps, puisque l'objectif pour nous, c'est d'abord d'en faire la maison du projet, un espace d'information sur le projet, mais aussi de concertation, d'animation du projet en tant que tel. Pour ce qui est de la suite du phasage, aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire engager, c'est un phasage qui aille de l'est vers l'ouest sur ce site-là, donc un phasage plutôt en 3 volets.
Voilà, avec effectivement une première partie qui concerne le raccordement quelque part à l'existant, très orienté vers le centre-ville, avec notamment la réalisation d'un groupe scolaire qui permet de générer, de créer cette accroche, des bâtiments patrimoniaux qui sont conservés, à savoir le magasin TT que j'évoquais précédemment et le hall des turbines, et puis également d'autres programmes qui viendront en accompagnement, des programmes à la fois de logement, mais aussi une résidence étudiante, une résidence personnes âgées, et puis tout un volet aussi sur la mixité programmatique consacré notamment à du service de proximité en tant que tel. Voilà, donc ça c'est vraiment la première phase de l'opération. Et puis ensuite, on va rentrer dans des phases qui seront plus dédiées à du logement, où on va avoir une ambiance qui sera beaucoup plus résidentielle sur la suite de l'opération, pour rejoindre aussi à un moment donné une phase plus naturelle, puisqu'on est sur un site qui est transfrontalier, une partie au Luxembourg, une toute petite partie en France, 8000 m², où là on va également développer dans cette temporalité de l'urban farming, en lien avec justement le développement du quartier et qui pourra alimenter en termes de circuits courts. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Voilà. Bien, merci Sandra et merci à tous les deux pour cet exercice qui est un exercice pas évident d'arriver à résumer un projet qui est aussi grand et aussi ambitieux dans un temps aussi court. Et donc, j'imagine que ce projet suscite des questions. J'ai vu en coulisses toute une série de personnes qui étaient en train de s'agiter derrière des ordinateurs en recevant vos questions. Et donc maintenant, on va s'attacher à cet exercice. Alors, c'est un essai, hein. On teste les nouvelles technologies et donc on va essayer de faire en direct cette séance de questions-réponses avec vous. Et donc on a Alain qui a recueilli toutes ces questions et qui va maintenant nous les poser. Alors une première question à Sandra Hubert qui concerne les Käseminen, dont il fut question pendant un certain temps. La question est la suivante. Qui a décidé de la conservation et ou de la démolition des bâtiments et quelles compétences, formation avait cette personne pour décider de ce genre de choses? Alors, pour ce qui est de la conservation des bâtiments patrimoniaux, alors déjà, il y a le premier élément, c'est quelles étaient finalement, quelque part, nos obligations lorsqu'on est arrivé sur ce site-là. La première des choses, c'est qu'il y avait une procédure de classement en cours sur le site qui concernait uniquement le magasin TT. Donc, notre obligation, quelque part, elle concernait uniquement ce bâtiment-là. Pour autant, il y a eu le souhait à la fois d'ICO, mais aussi en partenariat du coup avec les ministères, le ministère de la Culture, le service des sites et monuments nationaux et évidemment la ville d'Esch, d'aller plus loin dans cette démarche et de conserver d'autres bâtiments. Donc le hall des turbines, le hall des soufflantes, le poste d'aiguillage, le mur aussi de la rue d'Audin, on ne l'a pas évoqué, mais le mur sera également conservé, réhabilité. Et à la suite des ateliers de concertation qui s'étaient déroulés en mai 2019, on a ajouté à cette collection d'architecture, comme le dit Bernard Reichen, la partie des portiques de la Meulerei. Voilà. Et ensuite, il y a tout un travail aujourd'hui qui est aussi engagé, toujours avec ces mêmes autorités. Il y a des experts qui sont désignés, qui sont des spécialistes de l'architecture industrielle et qui nous accompagnent et nous aident dans la réhabilitation de ces bâtiments. Voilà. Alors, Sandra, encore deux petites questions. Après, on passera la parole à M. Stolweg de Schröder et Associés. Mais donc, deux questions pour toi. Quel est le degré de pollution du site? Question 1. Et deuxième question de la même personne, il me semble. Y aura-t-il des logements abordables? Donc, mais d'abord, on parlera de pollution du site. Alors, comme je l'ai expliqué, aujourd'hui, on est dans une phase d'assainissement du site. Donc, on est sur une ancienne friche industrielle qui est exploitée par l'Arbed et sur lequel on va retrouver notamment des hydrocarbures, des métaux lourds. Donc, aujourd'hui, évidemment, l'assainissement, son objectif premier, c'est de rendre le site compatible avec son futur usage. Et donc, aujourd'hui, conformément à la réglementation luxembourgeoise, on va rendre compatible le site avec un usage de logement, pour le rendre quelque part à nouveau vivable, le rendre vraiment pour un nouveau quartier durable. Donc ça pour le volet assainissement. Pour ce qui est du logement à coût modéré, aujourd'hui on s'engage à réaliser un minimum de 10% de logements à coût modéré. Voilà. Et puis on est en train d'engager
des discussions aussi avec notre partenaire, avec la ville d'Esch, pour voir si on augmente ou pas ce pourcentage. Voilà. D'accord, donc on ferait un petit changement. On demanderait à M. Stolweg, donc, qui a pris place. Donc en fait, il y aura trois questions, un petit peu techniques, donc je vais essayer de les résumer. Alors, quel est le trajet individuel pour atteindre le quartier Rautlands-Hiel-Grenz en provenance de la rue du Neudorf, donc la N31, qui vient de Dudelange? Ja, da war eng Frau, die gleich wenn ich bisschen die auch gestern schon Gemenge rot gestaltet ging hast. Da war es drin gegangen zu gucken, was das nur am Startbild von Esch Stellewert vom Auto. Das bin ich auch viele schon geschwärzt gehen vom Architekt Reichen, das Auto noch weiterhin sicherlich möglich bleiben, das auch, aber mehr muss bitte, wie das den Startbild soll ganz stark prägen. Wenn wir gucken, die zwei Wege, die logisch gesehen, einke, wann ich von Diddling kommen, das ist meine ich ganz klar, dass ich da soll ob Kollektrice fuhren und dann über Kollektrice, über Landing, weiter über Tremerich, dann Hannerem, über die Kantone bei Thiel. Nicht mehr wie es lo haut, zum Teil vielleicht das, dass ich dann lernst, Gerfuhren, was der Kennedy-Straße. Da ja schon die Kennedy-Straße an Prince Henri, das sind Straßen, die zwischen der gewüssten Stadt Eschlein und der Gerleien, die sollen schon nur an einer Vision von Murs und die mehr öffentlichen Transport zugewiesen gehen. Du hast nachher mit dem Auto möglich, aber nicht mehr an der Form wie Tau das. Wenn ich da von Kiel kommen, da ist ein bisschen mehr kurz, räumliche Verkehr vom Kieler Porto kommen, die werden sicherlich beide Fall darauf fuhren. Mit dem dann über Concha Charlotte han Rëmme am Platz hat den Kennedy-Straße an Prince Henri halt wie haut. Das heißt, das weiter möglich am Auto zirkulieren, just eben bisschen nicht wie haut das. Okay, dann noch eine Frage über den berühmten BHNS, ja. Den Bus au niveau de service, den jo gleich vor vielgestalt Kinas und den noch fährt den Quartier von der Röderlands connectieren am Thiel. Wie ist die geplant? Das ist froh, quand le BHNS? Ja, also den Herr Minister hat das schon vorgestellt gehabt, der Minister Bausch für eine gute Woche am Livestream zum Minister von der Stadt Esch. Und da war der Phaseplan so, dass den Tram Rapid, die von der Stadt kennt, soll 28 sind am Quartier Alzette und weiterführen dann durch Esch bis 35 bis auf Bellevaux. Und wie vorgestellt hast du am Livestream hat der Minister geantwortet, dass bis 35 spätestens die BHNS auch soll fertig sein, den aus Frankreich da kennt, an der Quartier Alzette ausschließt. 24 ist nicht sinnvoll, weil 24 im Quartier Alzette kein Tram ist. Und ich denke, dass das vielleicht ein Phaseplan ist, zwischen 20 und 35, so um 30, wo vielleicht BHNS da schon kann kommen, spätestens 35. Gut, dann noch ein drittes Element für Herr Froh. Inwiefern ist den BHNS kompatibel mit dem Masterplan von der Röderlands? Ja, das wäre sicherlich eine große nackte Balance, dorthin zu kriegen. Ich meine, das ist auch kein Zufall, dass für das Konzept Tram Rapid vorgestellt ist. Darauf sind dann ein zweiter Phase gewiesen ist, wie den Zug Richtung Ort könnte auch nicht im ganzen Raum mehr sinnvoll Dinge an einem multimodalen Verkehrskonzept. Und an dem ganzen Kontext ist es so, dass der PHP muss lanciert gehen, an den richtigen Phase reglementär, wo den BHNS nach nicht dran ist, mit das alles evolutiv so an dem PHP abgebaut wird, auch gesehen an dem Dossier, den du am PHP konsultieren hast, dass das evolutiv kann Richtung BHNS gehen und dass dann die Eisenbahn, die lo zur Seite zu Hiel eigentlich eine Barriere ist, dass die auf 4-5 Plätzen dann nur am Kader von BHNS perméable geht, mit dem gewissen Karte Hiel für ein Ensemble zu formieren. Merci. Merci. Je crois qu'on enchaînera par deux questions qui concernent directement M. Reichen.
Donc on va parler de patrimoine et après des tours prévus sur le site. Donc la première question se résume de la manière suivante. Pourquoi avez-vous détruit les Käseminen, un monument industriel de valeur nationale et internationale? Alors, d'abord, je n'ai pas détruit les Käseminen. Et ensuite, ce bâtiment est un bâtiment qui est un bâtiment, je veux dire, un bâtiment en béton extrêmement compliqué à réutiliser. Et dans l'analyse qui a été faite en termes historiques, on a privilégié, par rapport au projet futur, le maintien des portiques qui devaient être détruits aussi, avec la halle qui se trouve au-dessus, pour pouvoir en faire un élément qui soit associé au projet. Alors je dois dire aussi que cette histoire du patrimoine local, elle a commencé il y a 40 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 générations, on a commencé à détruire cette usine, à la démanteler, et on a laissé des bâtiments qui étaient des bâtiments symboles. Alors il y avait 2 types de bâtiments. Il y avait ce bâtiment en béton et il y avait toutes les halles métalliques. Le parti pris urbain, je ne parle pas du parti pris patrimonial, c'est un parti pris de travailler pour les générations futures, c'est-à-dire de se dire que les bâtiments qu'on a conservés et qu'on va relier entre eux sont des bâtiments qui vont tous trouver un usage au profit non pas des derniers ouvriers de l'usine, mais de leurs petits-enfants. C'est-à-dire qu'on travaille à 2 générations de distance sur la question du patrimoine vivant et sur la question du patrimoine appropriable. Alors, c'est un parti pris qui est différent d'un parti pris de préservation mémorielle, et nous avons travaillé sur Ucange sur la question de la préservation du Haut-Fourneau U4. Il y a le travail qui a été fait évidemment à Belleval, qui est un travail exemplaire. Il y a le travail de Völklingen dans la Sarre ou de Solferein dans la Ruhr, qui sont des bâtiments classés au patrimoine mondial sur la thématique du patrimoine en mouvement. Je crois qu'il faut resituer cette question à une échelle plus large de préservation de sites, de préservation de bâtiments et d'insertion de ces bâtiments dans une nouvelle problématique de développement. Merci. Donc, deuxième question que je vais lire, in extenso. Dans les images du projet du nouveau quartier présenté jusqu'à présent, la tour qui est prévue en face de la rue Barbour et que vous banalisez en l'appelant réponse à la tour de Belleval n'a jamais été montrée, et pour cause, ce gratte-ciel détruit le caractère du quartier voisin et aura un impact très négatif sur la qualité de vie de ses habitants. Comment justifiez-vous cela ? Quelle autre explication pour ce gratte-ciel, si ce n'est que pour vendre le plus grand nombre de mètres carrés possible? Alors, c'est évidemment pas l'objectif et c'est évidemment pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on travaille sur la distance, on travaille sur la skyline, on travaille sur un dispositif urbain global. Et pour moi, la densité elle-même, c'est pas nous qui l'avons fixée, c'est une densité raisonnable qui fait partie du PAP, c'est une densité urbaine classique. Mais la densité ne dit pas la façon de la mettre en œuvre. Et nous pensons qu'il faut garder des bâtiments bas. Nous avons un nombre très important de bâtiments à rez-de-chaussée plus 3 étages avec un grand plateau jardin généralisé à cette hauteur de 14 mètres, 12 à 14 mètres du sol. Et que cette horizontale, c'est le contrepoint d'éléments plus hauts. Alors, ces éléments plus hauts, ce seront des bâtiments de 7 étages environ, ce qu'on appelle des émergences, qui vont sortir de ce paysage à R+3. Et ensuite, 2 bâtiments de 60 mètres qui vont constituer un élément je veux dire, d'identité de ce nouveau quartier,
En réponse à Belleval, c'est une situation physique, c'est comme ça que ça se passe, mais surtout en réponse à une façon d'organiser la densité. Et je pense que par rapport au quartier qui se trouve autour, toutes les précautions sont prises pour qu'il n'y ait aucune nuisance physique, visuelle, en termes d'ombre, en termes d'ensoleillement, etc. Donc on est à des distances qui sont très longues. Mais nous, notre travail, c'est de composer un projet du futur. Et ce projet du futur, je pense que la hauteur, quand elle est traitée de façon ponctuelle, est toujours en relation avec une strate horizontale basse, et quelque chose qui fait partie du projet urbain. Donc je pense que ce n'est pas du tout pour nous une démarche de promoteur, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec la notion de densification. La densité, elle est fixée et on a plusieurs façons de la traiter. Ça a vraiment à voir avec l'identité de ces différents quartiers et de cet arc urbain qui est en train de se constituer autour de Esch. Merci. Donc là, ça va être pratique, une question donc, à notre maître de cérémonie, donc, qui est aussi le représentant de City Tools, spécialisé dans la participation citoyenne. Alors justement, Antoine Craé, que signifie associer le public à un projet tel que celui de la lentille rouge? Alors, associer le public, c'est en partie ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, très pragmatiquement, c'est déjà ne fût-ce qu'informer. Ça, c'est la première des démarches. Et sur le projet Routelens, en fait, l'information, elle est disponible de manière continue sur un site qui est le site routelens.lu et où vous avez vraiment toute l'information qui est transmise dès les phases très en amont. Ça veut dire que ce site, il a été mis en place il y a plus d'1 an maintenant. Mais l'information, c'est que le premier niveau. Avec le projet Routelens, il y a aussi une ambition d'associer les gens à la démarche du projet de manière beaucoup plus importante. Et c'est pour ça qu'en 2019, comme le rappelait Sandra, on a pu réaliser une série d'ateliers citoyens sur le projet. Alors, à ce stade-là, on n'avait pas encore toutes les belles images et tous les plans qu'on a aujourd'hui grâce à M. Reichen. On était vraiment sur les prémices du projet. Et donc, pour nous, c'était très important de pouvoir associer toute la population de Esch à la réflexion sur les intentions du projet. Et donc, ces ateliers ont permis de collecter énormément d'informations sur les attentes de la population échoise par rapport à ce projet. Et toute cette information, elle a été retranscrite dans un rapport qui est disponible d'ailleurs sur le site Internet. Et finalement, c'est ce rapport de participation citoyenne qui a été donné à l'équipe de M. Reichen et sur base de laquelle, quelque part, le projet qui vous est présenté aujourd'hui a été construit. Alors ce projet, c'est évidemment un master plan à ce stade-ci, et donc ça n'est qu'une étape dans un processus, et le processus, il est encore long. Merci, cher Antoine. Donc, on va revenir vers toi, Sandra. Comment diversifier l'écriture architecturale dans ce nouveau quartier? Y aura-t-il des concours d'architecture? Donc, c'est une première question qui t'est adressée. Une seconde, est-ce que vous comptez intégrer le quartier Parc dans votre projet en prévoyant, par exemple, une liaison piétonne sur l'ancienne ligne ferroviaire? Donc, je reviens à la première question. Comment diversifier l'écriture architecturale dans ce nouveau quartier? Y aura-t-il des concours d'architecture? Alors, effectivement, déjà sur la première question, donc aujourd'hui sur ce projet, on a le souhait effectivement d'avoir une certaine diversité architecturale. L'un des fondamentaux du projet, c'était que ce soit un projet échois, qu'on ne soit pas dans une opération d'aménagement comme on peut en retrouver partout en Europe, où elles se ressemblent toutes. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail qui a été fait déjà sur l'espace public, sur l'allée de la culture industrielle, comme on le montre, pour accompagner ensuite les projets architecturaux. Pour les projets architecturaux, il va y avoir effectivement une démarche sur certains lots particuliers, une démarche de concours, de manière à pouvoir recueillir des architectes.
assurer cette diversité, mais il va aussi y avoir en parallèle un travail de workshop organisé avec les différents architectes, à la fois pour promouvoir cette diversité, mais aussi pour avoir une cohérence dans l'ensemble de l'aménagement du projet. Et la mission, du coup, qui est dévolue aux auteurs de projets aujourd'hui, donc Reichen et Robert et associés, Phytolab, VV+, Schröder et associés, elle va se poursuivre aussi par une mission d'accompagnement de ces projets architecturaux, à la fois pour garantir le projet tel qu'il a été réalisé, tel qu'il est prévu aujourd'hui, et assurer cette diversité architecturale. Donc voilà pour la première question. Pour la seconde question, est-ce qu'il y aura la passerelle piétonne? Alors, du coup, pour la seconde question. Alors, effectivement, on l'a dit, ce projet, l'un des objectifs aussi, c'était de créer des connexions. C'est un grand paquebot, mais demain, l'objectif, c'est d'amarrer le paquebot quelque part à ce qu'il y a autour. Et pour ce faire, effectivement, il y a 2 passerelles qu'on projette. Il y a une première passerelle provisoire qui va aller vers le quartier Île, le temps en fait qu'on procède à l'aménagement du BHNS, le temps qu'on puisse créer cette perméabilité, perméabilité entre les quartiers. Et puis, il y a une seconde passerelle qu'on espère un jour voir aboutir vers le parc des étangs, ce que nous, on appelle le parc des étangs, mais du coup, vers les étangs qui se trouvent effectivement juste en face de Rootlands. On est sur une surface qui est équivalente au projet en tant que tel. Et quelque part, pour nous, le parc, il existe déjà. Il y a déjà ces étangs, il y a une végétation qui a pris jour à cet endroit qui est très, très importante. Et donc, de la même manière qu'on a anticipé certaines choses au plan de la mobilité, qu'on a un master plan quelque part qui est résilient, flexible, adaptatif. De la même manière, on anticipe un certain nombre de développements autour du site qu'on espère un jour voir aboutir. Voilà. Merci. Donc, on va passer au vert avec une question donc, pour nos amis de Phytolab, qui sont les spécialistes dans ce domaine-là. La question est la suivante. Vous avez présenté le master plan végétal, cependant, les images contrastent et montrent un quartier tout de même très minéral. Pensez-vous végétaliser verticalement avec davantage d'arbres afin de réduire la chaleur de l'été? Merci à vous. Bonjour. Oui, c'est vrai qu'un certain nombre d'images du projet montrent surtout du patrimoine architectural réhabilité et puis de nouvelles constructions de façon à bien montrer la volumétrie et les dispositifs urbains du projet. Ce n'est pas le cas de toutes les images, d'ailleurs, si vous regardez bien, il y en a certaines qui figurent sur la place centrale, sur les cœurs d'îlots, vraiment l'ambiance finalement assez végétale du quartier. Sur les 11 hectares de Rootlands, on va avoir à terme 3,5 hectares d'espace vert. Donc c'est environ un tiers quand même du futur quartier qui est consacré à du sol vivant. Et donc ça, c'est une dimension qui est assez importante, qu'on voit mieux peut-être d'ailleurs en plan qu'en image. On a ensuite un travail sur la végétation qui s'organise autour de 4 composantes. Bernard Reichen en parlait un peu, mais je voudrais les repréciser. La première composante, et qui est sans doute la plus importante, c'est celle du sol, avec une idée vraiment d'introduire une ambiance forestière dans de nombreux endroits du quartier, avec des essences locales principalement, et des arbres qui seront plantés assez grands. On va varier les dimensions de plantation de façon à ce qu'on n'attende pas 15 ou 20 ans avant d'avoir une ambiance végétale forte. La deuxième composante est plutôt située à 14 mètres de hauteur sur les R+3, où là, on a des terrasses végétalisées qui, bon, pour certaines, seront des jardins d'appartements ou de logements, mais qui vont recevoir une végétation de plus petite hauteur, plutôt tournée autour de ce qu'on appelle la fructicée, c'est-à-dire des arbustes hauts et bas, ou des stades préforestiers qu'on voit beaucoup dans les massifs de l'Orgronne ici. La troisième composante, elle nous paraît aussi très importante, elle se situe sur les sommets des bâtiments, où là on va reproduire des pelouses sèches sur sol calcaire ou sur terre rouge, de façon à pouvoir accueillir toute cette végétation de sol très mince qui a fait des caractéristiques des friches industrielles, tout leur intérêt de recolonisation végétale. Et enfin, la quatrième composante, c'est celle plus tournée vers la culture et le futur et l'expérimentation, c'est-à-dire d'essayer sur
de travailler notamment autour des bâtiments patrimoniaux, une végétation plus exotique, plus de collections botaniques, de façon à faire de ce site un peu un laboratoire des futures essences végétales qui seront amenées à se développer dans la région en raison du réchauffement climatique. C'est un enjeu très fort, hein, et je pense que ça se diffuse de plus en plus, mais les températures augmentent énormément. Du coup, la nécessité de planter est très forte pour justement en ville réduire cette température, mais on va être amené à réfléchir sur la palette végétale du futur, hein. Le hêtre va probablement disparaître, hein, de nombreuses régions, et c'est quand même des choses très importantes, et on doit inventer les dizaines d'années à venir du point de vue de la végétation et de ses compositions. Voilà. Merci Loïc. Donc on va repasser pour les deux dernières questions à Sandra. Donc revenir peut-être sur le volet des logements abordables, qui est un point important. Alors, sur le logement abordable et puis peut-être sur l'offre de logement, j'ai envie de dire dans son entier. Sur le logement abordable, aujourd'hui, on a pris l'engagement de réaliser un minimum de 10% de logements à coût modéré, mais ce n'est pas la seule solution quelque part pour répondre à la crise du logement qu'on rencontre quand même au Luxembourg. Aujourd'hui, sur le projet, on a beaucoup travaillé également cette notion de mixité de produits, de manière à pouvoir suivre aussi l'ensemble du parcours résidentiel que les gens vont rencontrer dans leur vie. C'est-à-dire qu'on a une mixité programmatique qui permet d'y répondre. Si vous êtes étudiant, il y a une résidence étudiante, vous avez votre premier job, vous avez la possibilité de louer un appartement puisqu'on va aussi développer une offre en build to rent sur ce projet en particulier. Vous avez un petit peu plus de moyens, vous avez la possibilité d'acheter aussi un appartement. Donc il y a effectivement le logement coût modéré, mais du coup ça passe aussi du coup par une diversité des tailles de logements telles qu'on va les proposer. Et puis ce parcours jusqu'à effectivement les résidences pour personnes âgées. Voilà, donc il y a l'ensemble de ce parcours résidentiel dont on tient compte, et puis aussi du coup la diversité de produits même au sein du logement. On a parlé d'un projet stratifié. On a des strates qui vont depuis des appartements qui vont être en rez-de-chaussée, qui vont être certes des appartements dans du logement collectif, mais qui vont aussi avoir des valeurs d'individuel. Ça veut dire une entrée individualisée, ça veut dire un jardin. On va avoir des logements plutôt dans les étages qui, eux, vont permettre d'avoir plutôt une vie dans les arbres, entre guillemets. Et puis ensuite, on a les hauteurs qui permettent de dégager notamment la vue et d'intégrer le grand paysage. Donc voilà, donc la réponse qu'on fait sur cette problématique du logement, c'est une offre particulièrement diversifiée et qui permet du coup de répondre aux besoins de tous. Alors une question donc, pour clôturer, donc, et qui s'impose, vu les explications qu'on vient d'entendre. Quand est-ce qu'un plan général va finalement être mis à disposition du public? Et je pense qu'il y a aussi une maquette dont on pourrait parler. Alors effectivement, donc aujourd'hui il y a ce master plan, donc évidemment qui sera diffusé par le biais de notre site internet. Il y a une maquette du projet qui a été réalisée. Comme je l'ai expliqué précédemment dans le phasage de l'opération, donc on va déposer ce qu'on appelle un PAP, un plan d'aménagement particulier d'ici la fin de l'année. Et ce plan d'aménagement particulier, évidemment, il sera soumis à enquête publique et donc mis à disposition de la population. Donc en début d'année prochaine, il y aura une exposition consacrée au projet avec des panneaux d'explication du projet, cette maquette qui seront disponibles. Voilà. Merci Sandra. Eh bien, merci Alain, et je tenais tout particulièrement à vous remercier, vous tous qui nous suivez aujourd'hui, et tous ceux qui ont déjà posé leurs questions. On voit au travers de ces questions qu'il y a un réel intérêt pour le projet et que les questions sont déjà très très précises. Elles sont toutes précieuses pour nous, ces questions. On va systématiquement y répondre. Donc, on a déjà fait une première série de réponses aujourd'hui en direct, mais sachez que par ailleurs on va aussi compiler l'ensemble de ces questions et y répondre par écrit aussi complémentairement, et tout ça sera rendu disponible, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, on reste évidemment à votre disposition. Alors, je clôture ici la présentation de ce master plan. Comme Sandra l'a dit, on est dans une étape, on est dans un processus, c'est une étape importante, mais le projet il va encore évoluer. Et donc la prochaine étape publique, quelque part, à laquelle vous pourrez assister, comme Sandra l'a dit, c'est l'enquête publique sur le PAP au début de l'année prochaine. Et encore un tout grand merci à tout le monde de nous avoir suivis.